Le libre arbitre n'existe pas. Épisode 3. De quoi jeu est-il le nom? Le libre arbitre n'existe pas. Pour réussir à imaginer que nous serions dotés d'un libre arbitre, il faudrait réussir à imaginer que nous serions dotés, que notre organisme serait doté d'un arbitre, et que cet arbitre soit libre. Il faudrait réussir à imaginer qu'on est dans notre corps, en l'occurrence, les humains s'accordent à peu près là-dessus, dans notre cerveau, une zone ou des réseaux qui soient capables d'être des arbitres, c'est-à-dire qui puissent contrôler le reste de la machine, mais donc ce seraient des réseaux neuronaux qui font partie de notre cerveau, mais qui pourraient contrôler l'activité de notre cerveau, mais donc des arbitres qui soient dans notre cerveau et en même temps capables de contrôler notre cerveau, mais donc qui contrôle ces arbitres? Vous voyez déjà qu'on est à un endroit un petit peu étrange qui ne tient pas la route. Et puis encore, il faudrait imaginer que cet arbitre soit libre, c'est-à-dire que cet arbitre soit capable d'être conscient de tous les éléments qui influencent notre organisme, de tout ce qui nous détermine, de tout ce qui fait que à cet instant T, il se passe ce qu'il se passe, et que cet arbitre soit donc capable de se libérer de ces déterminants et de pouvoir se libérer de toutes les causes qui ont engendré cet instant T, et en l'occurrence de toutes ces causes qui ont même engendré cet arbitre qui est censé être libre. Vous voyez ici, on vient très vite sur l'idée d'un espèce de Dieu. On aurait comme ça, en chacun de nous, des dieux, c'est-à-dire cette entité qui serait capable de créer sans que quelque chose en amont l'ait créé lui-même. Donc une espèce d'entité capable de se défaire de la matière qui le supporte. On aurait comme dans le cerveau une tour de contrôle qui serait libérée des contraintes physiques des neurones qui supportent cette activité de contrôle. Déjà là, à nouveau, on est dans des choses bien floues. Et donc on aurait comme ça des petits dieux en chacun de nous qui pourraient se libérer de toute détermination en amont et qui contrôleraient ce qui se passe en aval et qui prendraient des décisions libres et qui décideraient de ce qui va nous arriver dans nos vies. Mais bref, à part déjà à croire en Dieu et à imaginer qu'on aurait donc des petits dieux en chacun de nous, ce que j'ai jamais entendu nulle part, même chez les croyants, je vous propose qu'on en reste là pour cette proposition de science spirituelle fiction. Donc, l'idée de libre arbitre, elle part de cette sensation que l'on a, subjective, phénoménale, au sens de conscience de phénomènes, de perception de ces phénomènes qu'il y a en nous. Elle parle de cette sensation que l'on a on appelle ça agentivité. C'est-à-dire que je, là, est l'agent, initiateur, décideur, effecteur de mes décisions, de mes pensées et de mes comportements. Moi, comme vous, là, j'ai la sensation intuitive, la perception intuitive, le goût, je ne sais pas comment on dit, que c'est bien moi, là, qui prend des décisions et qui décide de ce que je suis en train de faire. Ça s'appelle l'agentivité. Mais pourquoi on a cette sensation? C'est tout simplement que notre cerveau peut prendre conscience de cette information, décision-là qui a été produite par notre cerveau, mais il ne peut pas prendre conscience de toute la cascade neurologique qui a eu lieu en amont et qui a abouti à cette décision, et qui a abouti à cette décision plutôt qu'à une autre. C'est exactement comme l'histoire de la Terre plate ou ronde. Si vous regardez autour de vous, votre perception subjective avec votre œil est que la Terre est plate. Il faut pouvoir voir la Terre depuis le ciel pour pouvoir se rendre compte pour la première fois que oui, vraiment, ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a dit est vrai et que oui, vraiment, donc la Terre est ronde. Si on ouvre les yeux et qu'on regarde autour de soi, la Terre est plate. Et les humains d'avant croyaient que la Terre est plate, pas parce qu'ils étaient plus imbéciles que nous, ils avaient le même cerveau qu'aujourd'hui, mais tout simplement parce que sans les connaissances scientifiques qui permettaient d'avoir un changement de représentation, eh ben, les humains faisaient comme aujourd'hui, c'est-à-dire se basent d'abord et avant tout sur la perception subjective qu'ils ont du réel. Et si vous regardez autour de vous, la Terre est plate. C'est pareil pour le libre arbitre. La sensation subjective que l'on a est que l'on a un libre arbitre. Donc, on croit à l'existence du libre arbitre et puis on crée tout un ensemble de représentations et toute une culture basée sur cette croyance. Alors que pour les raisons logiques qu'on a vues et pour les preuves neuroscientifiques qu'on verra ensuite, le libre arbitre n'existe pas.
Le libre arbitre n'existe pas parce que donc si on avait un libre arbitre, il faudrait qu'on ait un arbitre dans la tête et que cet arbitre soit libre. Si on avait un arbitre, ça voudrait dire que dans le cerveau, on aurait une espèce de tour de contrôle qui pourrait contrôler le reste des neurones. On aurait un groupe de neurones qui, comme un aiguillage, seraient les contrôleurs qui décident que l'influx nerveux va aller à gauche plutôt qu'à droite. Et ça, pourquoi pas, hein ? Mais si vous avez un groupe de neurones qui est capable de faire ça, quel est le groupe de neurones qui, dans ce groupe de neurones, est capable de faire ça ? Un groupe de neurones. Et quel est le groupe de neurones qui décide que ce groupe de neurones va faire ça sur les autres groupes de neurones ? D'autres groupes de neurones. Et vous voyez qu'on remonte comme ça en amont et on tourne très vite en boucle dans une représentation absurde. C'est ce qu'on appelait avant l'homonculus, c'est-à-dire dans notre tête, on aurait un petit bonhomme et dans ce petit bonhomme qui a une tête, il y aurait un petit bonhomme et dans la tête de ce petit bonhomme qui est dans la tête du petit bonhomme, il y a un petit bonhomme qui est dans sa tête, etc., etc. Et vous voyez très vite qu'on arrive à un raisonnement qui tient pas la route. Notre cerveau est un ensemble qui est totalement intégré et qui a un fonctionnement strictement systémique. C'est absolument tous les fonctionnements des différentes parties de cette architecture de matière, de cette organisation tridimensionnelle de matière qui fait cette expérience subjective que l'on a là du réel. Évidemment que dans ce cerveau, il y a des zones qui vont être dévolues à la réception des informations, d'autres au traitement de l'information, d'autres encore à, par exemple, la prise de décision grâce au calcul d'une balance bénéfice-risque et de quels sont les avantages et les inconvénients, et donc qui m'amènent à décider, à prendre une décision. Et ces réseaux cognitifs et ces zones qui traitent de la balance avantages et inconvénients et qui aboutissent à une prise de décision plutôt qu'à une autre, évidemment que ça n'est pas la conscience, ce qu'on appelle la conscience. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait en permanence en train de prendre conscience de ces milliards de décisions que notre cerveau prend en permanence. Et par exemple, là, de la manière avec laquelle votre cerveau décide de faire bouger votre diaphragme pour que vous puissiez respirer, et de la manière avec laquelle votre cerveau fait bouger votre intestin. Et vous voyez que si on était en permanence en train d'avoir conscience de ces milliards d'informations qui sont par exemple des décisions, on serait mort depuis longtemps de ne plus savoir quoi décider entre boire et manger, par exemple. La conscience arrive en aval et elle est elle aussi déclenchée par des activités neurologiques qui nous dépassent, qui sont faites bien malgré nous, en raison du processus électrique qui a eu lieu à cet instant-là, à cet endroit-là de notre cerveau. Une décision, ça n'est pas quelqu'un qui se dit « je vais faire exprès d'eux ». Une décision, c'est un courant électrique qui aura, de fait, en raison de ce qui s'est passé à l'instant T-1, aura abouti à une opération mentale comme 2 + 2 = 4 ou à la commande d'un mouvement d'un muscle. Si un courant électrique prend à gauche plutôt qu'à droite au niveau d'un embranchement, il le fait pour les mêmes raisons que les raisons pour lesquelles l'eau va aller à gauche plutôt qu'à droite face à un rocher. C'est en raison des conditions matérielles et physiques que ce courant électrique rencontre. S'il y a plus de câblage neurologique avec plus de neurones à gauche qu'à droite en raison de l'habitude par exemple et de l'apprentissage, eh bien le courant électrique ira à gauche plutôt qu'à droite. C'est très difficile à se représenter les choses comme ça, puisque précisément on ressent, nous, subjectivement, ce qui nous est rapportable, ça n'est seulement que ce qui est, par définition, rapportable, c'est-à-dire les choses, une fois qu'elles se sont déjà passées, une fois qu'elles sont déjà décidées. Quand je prends conscience, là, d'une décision, j'ai là, évidemment la sensation intime que je suis en train de réfléchir à prendre une décision. Or, on a vu comment fonctionne la conscience. Si j'ai cette perception-là, c'est que je suis en train de percevoir quelque chose qui existe déjà. Et imaginez si la conscience était cela même qui décide en amont de ce qui va se passer en aval. On l'a déjà dit dans l'épisode précédent, mais ça voudrait dire qu'il faudrait déjà être conscient là, dans le présent, de la décision qu'on va avoir dans le futur, pour pouvoir décider que là, dans la réflexion qu'on va avoir, la décision dans le futur va être telle qu'elle va être. Donc en fait, quand on est en train de faire ça, on n'est pas en train de réfléchir et de décider « ah », on est juste en train déjà d'avoir la conclusion en tête, ou bien alors à imaginer qu'on soit en train de deviner le futur, quoi. Et là, ça n'a pas de sens. On est juste, de temps en temps, en train de prendre conscience, notre cerveau prend conscience de dilemmes qu'il a dans la tête, ou de problématiques qu'il a dans la tête, ou de décisions importantes qu'il a dans la tête. Et oui, le fait d'en prendre conscience fait une modification du signal et de l'information, puisque partager cette information à l'ensemble du cortex entraîne une modification de cette information du fait de son traitement synchrone et coordonné par l'ensemble du cortex. C'est tout.
Mais à nouveau, c'est très difficile à en avoir l'intuition puisque subjectivement, on a cette intuition d'intention. On a cette impression qu'on fait exprès, que l'on veut les choses. Mais vous ne voulez pas exprès que votre influx nerveux aille à gauche plutôt qu'à droite. Sinon, donc, ça voudrait dire qu'il y aurait cette tour de contrôle dans la tête et il faudrait pouvoir imaginer comment fonctionne cette tour de contrôle. Et bien la tour de contrôle, elle regarde tous les influx nerveux, les milliards d'influx nerveux qui arrivent et elle fait un calcul exprès pour décider exprès que ça aille à gauche plutôt qu'à droite. Non, ça n'a pas de sens. Oui, votre cerveau et vos éventuelles tours de contrôle compilent en permanence des milliards d'informations, mais ça n'est pas évidemment pas fait consciemment. C'est de base fait par votre cerveau du fait de sa câblerie qui connecte des milliards de neurones les uns avec les autres, avec en permanence des milliards d'influx nerveux qui vont dans tous les sens, et de fait, du fait de son organisation matérielle et tridimensionnelle, du fait de la rencontre entre l'activité de votre cerveau et l'environnement, la matière environnementale, eh bien, il y a de fait un processus neurologique qui va amener à cet influx nerveux-là plutôt qu'à cet autre, qui va faire en sorte que cet influx nerveux va aller à gauche plutôt qu'à droite. Et donc on arrive à cette question de jeu. Pour l'instant, on a l'impression que c'est moi, je, là, qui décide, comme si je, c'était la tour de contrôle, c'était mon cerveau, ou la tour de contrôle qui décide dans mon cerveau. Mais alors, qu'est-ce que c'est je ? Je, c'est ce pronom-là, ce mot qu'on a utilisé, cette convention symbolique que l'on utilise pour dénommer soi, c'est-à-dire ce corps, et cette entité que je me sens être et que je me perçois être consciemment, du fait de cette coordination et de cette intégration permanente de ces percepts physiques et de ces perceptions internes de pensée que je me sens avoir, qui fait que je me sens moi. Vous vous êtes éventuellement jamais posé la question, mais qu'est-ce qui fait que je sais que je suis moi ? Si je regarde ma main là, qu'est-ce qui fait que je sais que je suis moi ? Et qu'est-ce qui fait que je sais d'ailleurs que je suis moi réel là en train de vous parler et que je ne suis pas en train de rêver ? Ou qu'est-ce qui fait que je sais que je ne suis pas je suis pas dans le futur en train de me rappeler du passé? Ou qu'est-ce qui fait que je sais que je ne suis pas dans une salle de réalité virtuelle à Tokyo en 2302 après Jésus-Christ et que je suis en train de vivre l'expérience de réalité virtuelle de Joachim Müllner du 19 octobre 2021 par exemple? Je ne peux pas fondamentalement le savoir. Ça donne d'ailleurs des occasions à des créations de science-fiction magnifiques comme Matrix par exemple. Fondamentalement, je ne peux pas le savoir. Je ne pourrai jamais vivre en dehors de la réalité qui me donne à être perçue. Je ne pourrai jamais connaître la réalité de votre vécu depuis vos yeux, depuis votre corps. La seule chose que je peux me représenter, c'est ces percepts-là physiques que je ressens, qui sont coordonnés à ces percepts intuitifs, émotionnels, sentimentaux et ces percepts de pensée que je me sens là avoir et que je m'entends avoir et qui me donnent cette impression-là que je suis je. En fait, comment notre cerveau fait pour nous donner cette intuition que l'on est soi ? Il n'y a pas de décision à nouveau faite exprès, il n'y a pas de libre arbitre. Je ne décide pas de faire exprès de penser que je suis je. Il y a juste une intégration en permanente de cette quantité astronomique d'informations qui arrive au cerveau en permanence. Et cette intégration d'informations amène votre cerveau à la conclusion que cette somme cette association de percepts qui sont là depuis le matin jusqu'au soir et depuis notre naissance 24 heures sur 24 doit être quelque chose de différent du reste. Et donc au milieu de cet océan de percepts, mon cerveau distingue le soi du reste. Il ne le fait pas exprès, il y a juste qu'en termes d'intégration d'informations, il y a tellement là des percepts qui sont permanents, si forts, si intenses, si coordonnés les uns avec les autres, que mon cerveau finit par avoir l'intuition que ces choses-là font un objet à part entière, quelque chose de distinguable du reste, qui s'appelle donc moi, je, là, que je me sens être et que je me sens avoir. Regardez votre main, prenez votre main là, mettez-la devant vos yeux et regardez-la. Qu'est-ce qui fait que vous savez que cette main est à vous ? Vous ne pouvez pas le savoir fondamentalement. Ce qui fait que votre cerveau ne peut pas faire autrement que de vous dire que cette main est à vous,
c'est qu'en fait, vous sentez physiquement, hein, vous ressentez physiquement à l'endroit où vous voyez que vous vous touchez. Prenez votre main droite et touchez avec votre index votre paume de la main gauche. Regardez votre main gauche et posez votre index au niveau de votre main gauche. C'est ça qui permet de savoir que c'est votre main et qu'elle est à vous et que c'est votre main gauche. C'est qu'il y a une synchronisation absolument parfaite, en tout cas du moins c'est ce que perçoit votre cerveau, entre la sensation que vous avez sous votre index droit, la sensation physique qu'il y a dans votre main gauche quand vous vous touchez, et la perception visuelle qui est que c'est bien à cet endroit-là que je vois que l'on me touche, que je ressens dans mon bras. C'est ça qui fait cette sensation stable dans le temps et dans l'espace de cet objet que l'on appelle « je » et que l'on appelle « soi ». Fondamentalement, les percepts qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur sont des percepts parmi d'autres, sont des informations, et mon cerveau ne décide pas de penser que je est je. Quand on est, le cerveau est perdu, noyé au milieu d'un océan d'informations qui nous arrivent en permanence, par les yeux, par la bouche, par les oreilles, par le corps. Et c'est à force de répétition et à force de vivre dans son propre corps que, au bout d'un moment, le cerveau commence à capter qu'il y a cet objet qui est soi, là, ce corps que l'on se sent avoir, qui doit être probablement différent du reste. Et c'est ce qu'on appelle le stade du miroir chez l'enfant, qui arrive autour de 2 ans à peu près. En fait, votre cerveau intègre tellement ces informations permanentes de ce bras, par exemple gauche, il les intègre tellement en lien avec la vision quotidiennement qu'au bout d'un moment, il n'a même plus besoin de la vision pour savoir si votre bras est en haut ou en bas, par exemple. Il a des récepteurs qui lui permettent de sentir au bout d'un moment que le bras est en haut ou qu'il est en bas. Mais initialement, il faut la vision pour associer cette sensation physique à la sensation visuelle, au percept visuel. Et puis ensuite, il s'est tellement vu dans le miroir en train de bouger et le cerveau intègre tellement qu'il y a exactement le même mouvement fait par cette personne que l'on voit dans le miroir, exactement le même mouvement, avec la même temporalité, au même endroit dans l'espace que cette sensation physique que l'on sent dans son bras gauche, qu'au bout d'un moment, que vous le vouliez ou non, votre cerveau vous fait vivre intuitivement, neurologiquement, le fait que cette chose qui est en face de vous est vous-même, est je. Et cette sensation, elle est tellement pas liée à du libre arbitre, elle est tellement comme le reste seulement du processus neurologique de l'activité de matière, qu'on s'en rappelle évidemment pas et qu'on s'est jamais posé la question, pour peu qu'on fasse pas de la psychiatrie, de la neuro ou qu'on soit pas intéressé par ces choses-là. On se pose jamais la question. Je c'est qui ? C'est moi. Et en fait, une manière de se rendre compte combien cet objet symbolique qu'est « je » est une création neurologique qui est réactualisée en permanence, c'est précisément les situations pathologiques ou de perturbation du soi, de perturbation du moi. Et ces perturbations, donc, elles sont en lien avec un trouble de l'intégration des informations, une décoordination de l'intégration qui est faite des informations par le cerveau. Elle peut avoir lieu dans des états de stress très importants, par exemple dans un choc avec une peur de mort imminente, dans un état de stress aigu qui pourra donner un état de stress post-traumatique, dans des états de prise de produits, de psychotropes, et notamment de psychodysleptiques qui perturbent l'intégration des informations par le cerveau et son traitement, c'est-à-dire le cannabis, le LSD, les champignons hallucinogènes par exemple. Ça peut arriver dans des maladies neurologiques, comme les accidents vasculaires cérébraux par exemple, ou dans les maladies neurodégénératives. Et ça peut arriver dans les maladies neurologiques que l'on dit psychiatriques parce qu'elles touchent aux émotions et à la pensée et au comportement, comme dans la schizophrénie par exemple. Si vous avez une perturbation de cette intégration par votre cerveau des informations qui vous permet de vous donner l'intuition que vous êtes là dans la réalité, vous avez une expérience qu'on dit de déréalisation. Si c'est les processus cognitifs qui permettent d'avoir une sensation que l'on est soi qui est perturbée, on parle de dépersonnalisation. Et les gens vous le disent très bien. Ils disent « je sais que c'est moi, je m'en rappelle, je sais bien que c'est moi, mais c'est comme si je ne le sentais pas. C'est comme si ce corps-là que je me sens avoir n'était pas en lien avec cette pensée que je m'entends avoir. C'est comme si je n'étais plus vraiment réel. » Ces expériences sont évidemment très angoissantes. Il peut y avoir également des perturbations du schéma corporel, par exemple. Qu'est-ce qui fait que je sais que mon moi est à cet endroit-là, dans ce corps ?
À nouveau, je ne le sais pas de manière théorique, c'est pas une décision qu'un jeu hypothétique prendrait, c'est juste neurologiquement, je sens intuitivement que la pensée là dont je peux prendre conscience, elle est logée dans ce corps que je me perçois consciemment avoir. Mais dans les perturbations du schéma corporel, vous pouvez créer des sensations de sortie de corps. C'est ce qui se passe dans les expériences de mort imminente, par exemple, où le cerveau fait une reconstruction hallucinatoire d'un soi qui serait à l'extérieur de soi et qui se verrait lui-même depuis l'extérieur de lui-même. Ces impressions étranges, elles peuvent être aussi provoquées par des expériences scientifiques, notamment faites par Olaf Blanke. Si je vous mets une caméra à 2 mètres derrière vous, et qui filme votre dos, et que je vous mets des lunettes 3D dans lesquelles je projette ce que je filme de derrière, alors vous voyez votre propre dos 2 mètres devant vous. Et si ensuite je viens toucher votre dos avec un bâton et que vous voyez en face dans vos yeux que l'on touche le corps qui est à 2 mètres devant vous, je vous promets qu'au bout de quelques secondes, votre cerveau vous donne la sensation que vous vous déplacez dans le corps que vous voyez 2 mètres devant vous, et que votre soi se déplace dans le corps qui est 2 mètres devant vous. C'est très très étrange. C'est aussi l'expérience qui est faite avec la rubber hand expérience, c'est-à-dire la main en caoutchouc. On met votre main sous la table, et au-dessus de la table, on met une main en caoutchouc. Et l'examinateur va toucher, par exemple, l'index de la main en caoutchouc, de manière régulière, comme ça. Vous, c'est ce que vous voyez visuellement. Et sous la table, il y a quelqu'un qui vous touche l'index de manière exactement synchrone. Et je vous promets qu'au bout de quelques secondes, pareil, il y a une perturbation de cette intuition du soi, et votre cerveau vous fait sentir physiquement que cette main en caoutchouc, que ce bras en caoutchouc est vous, est soi, fait partie de votre corps, est votre corps à vous-même. Et c'est tellement le cas que si l'examinateur sort un couteau et plante la main en caoutchouc, je vous promets que vous hurlez et vous retirez votre main le plus vite possible. Donc ça n'est pas celui qui décide. Il n'y a pas de tour de contrôle dans le cerveau qui soit libre. Notre cerveau est un système intégré qui reçoit en permanence des informations, et du fait du processus neurologique qui a lieu, il y a des conclusions, il y a des décisions qui sont prises. Et une décision, c'est pas quelqu'un dans le cerveau qui décide de quelque chose, c'est juste un influx neurologique qui ira au bout de sa course à gauche plutôt qu'à droite. C'est tout. Tranquillement, ça n'est que ça. C'est une perception physique, une perception intuitive, une perception émotionnelle, c'est un goût du soi, de ce qui est soi, c'est une création faite par votre cerveau à partir d'informations qu'il intègre et qui est distinguée du reste des perceptions. Ça n'est que ça, le soi. Et le soi, c'est seulement une chose dont on prend conscience de temps en temps, si là, par exemple, je me pose la question de ce que je suis, et à nouveau pas parce que je l'ai décidé librement, mais parce qu'on est précisément en train de parler de ça, et que donc à cet instant T, il se sera passé ça, c'est-à-dire, en l'occurrence, une activité neurologique de prise de conscience par mon cerveau de ce qu'il perçoit, de ce qu'il se représente comme étant je. Je n'ai donc pas en amont des décisions, je n'ai seulement qu'une de ces perceptions conscientes que mon cerveau peut avoir. Il n'est qu'une de ces choses, une de ces informations dont mon cerveau peut se rendre des comptes et peut prendre conscience. J'aimerais terminer cet épisode par vous donner les 4 éléments fondamentaux, les 4 composantes fondamentales du soi, et en particulier de ce soi humain que l'on se vit avoir et de cette expérience subjective de l'être humain. La première, c'est ce qu'on appelle ownership, c'est-à-dire la sensation, l'intuition de possession de son propre corps. Pour avoir cette intuition, que c'est bien mon corps et qu'il est à moi et qu'il est stable dans le temps et dans l'espace, il faut de la mémoire. Il faut qu'il y ait une empreinte dans notre matière, un engrammage dans notre mémoire, dans notre matière, dans nos neurones, qui puisse, quand notre cerveau va comparer en permanence ce qui lui arrive comme percept à ce qu'il a déjà engrammé dans sa matière, pour que notre cerveau puisse identifier que c'est bien notre corps, le corps que l'on connaît et qui est bien le nôtre. La deuxième chose fondamentale est la sensation d'incarnation du soi, c'est-à-dire embodiment. Il faut, pour avoir cette sensation stable et cohérente du soi que l'on connaît, là, du soi humain, avoir
des informations qui nous permettent de sentir que ce soi que je me perçois être et avoir est bien ici incarné dans ce corps. Et on vient de voir combien cette sensation pouvait être perturbée. La troisième composante fondamentale du soi, c'est la distinction entre soi et autrui. Il faut que notre cerveau soit capable de distinguer toutes les informations qui sont relatives à cet objet qui est le soi de tout le reste, pour qu'on puisse avoir cette intuition que je est. Et dans certaines maladies, notamment par exemple dans l'autisme, dans des formes graves d'autisme, il peut y avoir une absence de distinction entre soi et autrui, et ça amène parfois, notamment ces enfants, à avoir des crises d'angoisse majeures que l'on dit en lien avec des sensations de morcellement, puisque le corps n'est plus intégré en tant qu'entité stable dans le temps et dans l'espace, mais comme somme d'informations noyées au milieu de toutes les autres informations, noyées au milieu de ces chaises, de ces sons, de ces gens, de ces goûts, de ces odeurs, et c'est proprement terrifiant. Et la quatrième donnée fondamentale de ce soi humain est ce qu'on a vu au début de cet épisode, c'est-à-dire l'agentivité, cette capacité qu'a notre cerveau de nous donner le goût, l'intuition que c'est bien nous là qui sommes les agents effecteurs de nos comportements, de nos pensées, de nos décisions. C'est hyper important évidemment que notre cerveau ne se mette pas à essayer de commander les corps qui sont autour de nous ou le mouvement d'une feuille. C'est donc cette agentivité qui nous donne cette intuition que l'on est les agents effecteurs de nos comportements et de nos pensées. C'est aussi cette intuition que nous procure notre cerveau qui est à l'origine de cette croyance en une capacité théoriquement libre de pouvoir décider exprès de faire une chose plutôt que d'une autre, c'est-à-dire ce libre arbitre qui n'existe pas. Le libre arbitre n'existe pas, et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Il est temps maintenant que ça se sache, il est temps qu'on en parle, donc n'hésitez jamais à me faire part de vos remarques, de vos réflexions, et si ce podcast vous importe, n'hésitez pas à le partager. On a vu jusqu'ici les arguments logiques qui permettent de faire cette affirmation. On va voir maintenant dans l'épisode numéro 4 les preuves neuroscientifiques de tout ça. Car le libre arbitre n'existe pas et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver.